Salut les investisseurs, on continue notre revue des bourses européennes. Dans cette vidéo, je vous propose la revue du top 10 grec. Allez, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur cette liste, on a les 10 principales cotations boursières, les 10 principales capitalisations boursières, en Grèce. Beaucoup de banques, on en a 1, 2, 3, 4. On a finalement pas trop de holding ici, c'est beaucoup de banques. OT Group, c'est du télécom. On a ici de l'énergie et des métaux. On a ici un distributeur d'énergie. Jumbo, c'est un distributeur d'énergie. Non, Jumbo, c'est plutôt du retail, Athens International Airport, comme ça on l'indique, un aéroport. Allez, je vous ai préparé de la liste ici. Comme d'habitude, on se passe en revue les différentes colonnes de cette watchlist. On a le symbole de cotation de l'entreprise. On a le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, des multiples de valorisation en fonction de la typologie d'entreprise, valeur d'entreprise sur EBITDA, ça c'est plutôt pour les entreprises industrielles et endettées, le price earning pour les entreprises financières, le price to free cash flow si l'entreprise n'a pas des bénéfices nets équivalents au free cash flow. Ensuite, pour les banques, on va aussi regarder la décote sur actifs tangibles, s'il y a une décote, le rendement des capitaux investis pour les entreprises traditionnelles, le rendement des fonds propres plutôt pour les banques et les assurances, l'endettement de l'entreprise, le dividende s'il y en a un, le rendement de l'actionnaire pour voir s'il y a des rachats d'actions ou de la dilution, les bénéfices nets par rapport au free cash flow pour vérifier la teneur de ce payout ratio. On commence tout de suite avec la première entreprise de cette liste qui est une banque, Eurobank. On est sur 10 milliards de dollars US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 21%. Donc, je pense qu'il y a dû avoir une acquisition, une fusion, quelque chose de cet ordre-là, parce que il n'y a pas autant de croissance en Grèce, et puis la banque est plutôt un secteur sinistré, donc il doit y avoir une consolidation. On a une décote, on a un price earning en dessous de notre zone value, pour les banques on est en dessous de 10, même en général, la zone value pour moi c'est en dessous de 10 en price earning, pour toutes les industries, donc là c'est bien le cas, mais on n'a pas de décote sur actifs tangibles, donc pas de marge de sécurité à ce niveau-là, un bon rendement des fonds propres, un excellent rendement des fonds propres à 18%, ça c'est élevé, il y a un rendement du dividende à 4%, mais il y a un peu de dilution parce que le rendement de l'actionnaire est à 3,4%. Le payout ratio à 23,6%, qui est pas très élevé, donc on a de la marge pour augmenter le dividende. La rémunération de l'actionnaire peut augmenter à ce niveau, ça peut être intéressant, il pourrait éventuellement aussi racheter les actions pour imiter la dilution. Si vous autorisez à investir dans une banque, n'investissez pas dans Eurobank parce qu'il n'y a pas de décote sur actifs tangibles. National Bank, la deuxième, banque grecque, on est sur quasiment 10 milliards de dollars US de market cap, 15% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, un price earning de 8, donc là on est dans la zone value, pas de décote sur actifs tangibles, donc pas de marge de sécurité, un rendement des fonds propres à 14%, c'est pas mal, un dividende à 3,7%, il y a un peu de rachat d'actions peut-être, puisqu'on a 3,8 en rendement de l'actionnaire, donc ça c'est des niveaux un peu intéressants, surtout que le payout ratio est plutôt faible, 29%, donc on a de la marge pour augmenter cette rémunération de l'actionnaire. C'est pareil, National Bank, on se met à l'écart parce qu'il n'y a pas de décote sur actifs tangibles. Ensuite on est sur ici Organization of Football Pronostics, donc on est sur des paris sportifs, ici la loterie, alors c'est pas la loterie, je pense qu'il doit y avoir une boîte qui fait de la loterie, ça doit être spécifiquement le pari sportif ici. Paris sur le football. Alors, on est sur 7 milliards de dollars US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 20%, ça me paraît quand même assez fort comme croissance. Pareil, il doit y avoir de la croissance externe. Une valeur d'entreprise sur EBITDA de 9 et un price to free cash flow de 10. Alors, lequel on prend? Parce que le price earning, il est pas si décoté que ça. Le price to free cash flow, à la limite, ça va. En valeur d'entreprise sur EBITDA, ma zone value, c'est 7, donc on est légèrement au-dessus. Donc c'est un peu cher payé à mon avis, on a les free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc à mon avis c'est plutôt ce multiple là qu'il faut regarder, mais quoi qu'il en soit, il est relativement élevé. Après, vous regardez la rentabilité, il faut voir si c'est structurellement à ce niveau-là, la rentabilité, mais elle est énorme, 40% de rendement des capitaux investis, c'est incroyable. Est-ce que c'est ponctuel? Est-ce que c'est structurel? Si c'est structurel, c'est un dossier très qualitatif en réalité. On n'a quasiment pas de dette en plus sur le dossier, c'est normal, on est très rentable. Un rendement du dividende à 7,5%, un rendement d'actionnaire à 9,2%. Attention que le payout ratio est à 90%, mais les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc on doit être à 70-75% pour le payout ratio en réalité. Donc ce rendement d'actionnaire, à mon avis, il va pas bouger. Est-ce qu'il est menacé? Pas à court terme, mais attention, le payout ratio, même si on regarde les free cash flow, est à mon avis trop élevé. Donc à mon avis, un niveau soutenable, ça serait plutôt 5%.
ce qui est déjà très convenable. Donc intéressant cette boîte, hein, parce que si, à vous de faire le taf de votre côté, mais si vous voyez que la rentabilité est structurellement à ce niveau-là, avec ce niveau de croissance, on est sur des multiples qui sont relativement bas, hein, pour une telle croissance et une telle rentabilité. Et en plus, c'est un bon retour à l'actionnaire. Donc peut-être aller creuser de plus près. Maintenant, c'est pas un secteur que j'affectionne particulièrement, c'est pour ça que je suis à l'écart de la Française des Jeux, parce que ce sont des entreprises qui opèrent dans un secteur régulé. Et en plus, c'est souvent des entreprises avec l'État au capital, donc là, vous avez double peine, et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux en être à l'écart. Après, quantitativement, ça peut être intéressant. Piraeus Financial Holdings, donc la troisième banque de cette liste, 7 milliards de dollars US de market cap, 12,5% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Donc pareil, il y a dû avoir de la croissance externe. On a un PE de 6,6, donc là vous avez de la marge de sécurité, un price tangible book value de 0,9, donc là aussi vous avez de la marge de sécurité, un rendement des fonds propres à 13,6%, ce qui est relativement bon, mais le dividende n'est pas très élevé, hein. Pour une banque ça c'est un peu étrange, on a 1,2% et 1,9% en rendement d'actionnaire. Donc, est-ce que ponctuellement la banque n'a pas voulu verser de dividendes, ça à vérifier, mais on est sur un payout ratio de 7%. Ça me paraît, donc peut-être que les bénéfices sont ponctuellement très élevés également, hein, pour grâce à de l'exceptionnel, ou peut-être que c'est un payout ratio structurel, mais là, ce niveau de dividende est pas assez intéressant pour cette banque, dommage, parce que les autres multiples sont plutôt intéressants. Mais bien sûr, moi je suis à l'écart des banques. Allez, ensuite on est sur OTE, donc là c'est l'opérateur téléphonique. À vérifier s'il y a l'État au capital, hein. Souvent il y a l'État au capital de ce genre de boîte, c'est pour ça que j'en suis à l'écart. On est sur 7 milliards de dollars US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires qui est plutôt faible à 2%, à moins de 2% sur 5 ans. Une valeur d'entreprise sur EBITDA à 5,9, donc là on est dans la zone value, mais c'est normal, il n'y a pas de croissance après, hein, c'est normal qu'on mette des multiples assez bas. Même si en price earning ou en price cash flow, on est relativement cher payé, hein, pour la croissance qui est en face. On a un rendement des capitaux investis qui est à 15,5%, ça c'est très bon. Un peu de dette, mais franchement pas beaucoup, hein. Pour un opérateur téléphonique, regardez les autres opérateurs téléphoniques en Europe, ils sont bien plus endettés que ça, donc là-dessus pas de soucis sur la dette. Un rendement du dividende à 4,7%, un rendement actionnaire à 7%, donc il y a des rachats d'actions. Le payout ratio est à 62%, c'est un peu élevé, mais c'est pas non plus insoutenable, donc cette rémunération de l'actionnaire, elle peut rester à ce niveau-là, et ce qui est déjà tout à fait intéressant. C'est légèrement cher payé, mais en valeur d'entreprise sur EBITDA, pas tant que ça. Donc faut voir pourquoi est-ce que ça se convertit pas en free cash flow derrière. Peut-être qu'il y a des dépenses en capital importantes, hein, donc c'est pour ça aussi que le multiple de price free cash flow est un peu faible. Donc autrement, je pense que c'est un bon petit dossier pour un rentier, et même pour un rentier value, avec une bonne marge de sécurité sur le multiple de valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc à mettre en watchlist et à creuser de plus près. Metlen Energy, on est sur un conglomérat industriel, ils font deux choses, des mines, donc des minerais, et de l'énergie. Donc on est dépendant des matières premières, hein, donc après il faut voir la croissance, pourquoi elle est aussi élevée. Est-ce qu'on a fait une fusion, une acquisition sur Metlen? On a une valeur d'entreprise sur EBITDA de 9,4, ce qui est relativement élevé, un price earning de 10,2, bon là ça va, mais on est sur quand même des multiples, on est sur un secteur qui est très cyclique, et le multiple me paraît un peu élevé pour ce type de secteur. Après, on a une rentabilité des capitaux investis qui est vraiment une rentabilité des capitaux investis à 9,4%, ce qui est tout à fait correct, qui est plutôt bon. Attention qu'il y a un peu de dette, 2,7 fois la dette nette sur EBITDA sur une société cyclique, à mon avis, c'est un peu dangereux. Il y a un peu trop de dette. Ensuite, le rendement du dividende est à 3,5% et le rendement de l'actionnaire à 3,8%, donc il y a un peu de rachat d'actions. Attention que les free cash flow sont négatifs sur les 12 derniers mois, donc si c'est ponctuel, c'est pas un souci, si c'est structurel, il y a un souci. Donc pourquoi est-ce que c'est négatif? Est-ce qu'il y a une forte dépense à capital ponctuelle? Peut-être, dans ce cas-là, c'est pas très grave. Si ça se répète d'année en année, là c'est plus grave. Maintenant le payout ratio est à 34%, mais on s'est endetté pour verser des dividendes puisque les free cash flow sont négatifs. Donc un peu trop de dette sur ce dossier, c'est un peu cher payé en plus pour une société cyclique, donc plutôt à l'écart. Alpha Services, on est sur une banque, 6 milliards de dollars US de market cap, 5,9%, on a quasiment 6% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. On a un multiple de PE qui est hors de notre zone value, on a 10,3, mais on a une décote sur actifs tangibles. Dans ce cas-là, à mon avis, le principal c'est la décote sur actifs tangibles. Et puis on n'est pas beaucoup plus élevé que notre seuil de notre zone value pour cette boîte. On a un rendement des fonds propres qui est à 7,7 pour une banque, c'est pas terrible. Ça mériterait d'être plus élevé que ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que le multiple de PE il est faible, hein, c'est que finalement on génère pas beaucoup de bénéfices.
On est sur un rendement du dividende qui a moins 1,11, qui a 1,11 pardon, et un rendement actionnaire qui est négatif. Donc il y a de la dilution sur cette banque. Ça veut dire que des minoritaires se sont fait rincer, et donc il vaut mieux se tenir à l'écart de cette banque-là, parce qu'on ne sait jamais si ça peut se répéter ou non. Ensuite, Public Power Corporation, donc ça c'est le distributeur d'énergie national, 5 milliards $ US de market cap, 12,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est élevé. Est-ce que c'est de la croissance organique ou externe, ou les deux, à vérifier. On est sur un multiple de valeur d'entreprise sur EBITDA qui est complètement value. On a un 7, on a 6,7, donc ça c'est intéressant. Le price earning il est à 34, c'est très cher. Donc ponctuellement, en fait, on n'a pas de bénéfice. Donc ça veut dire qu'il y a une énorme dépréciation qui a été passée. Et en plus, on n'a pas de free cash flow, ils sont négatifs, donc en plus, on a passé une énorme dépense en capital. Donc attention à vérifier si c'est ponctuel ou structurel. Si c'est ponctuel, il n'y a pas de souci, mais voilà, ça rend le dossier un peu plus complexe. On est sur un rendement des capitaux investis à 6%, c'est relativement médiocre. 2,5 fois la dette nette sur EBITDA, c'est pas trop lourd comme dette pour une entreprise qui est une utilities. Et donc on a beaucoup de visibilité sur les cash flows, donc on peut s'endetter, aller jusqu'à 5 fois la dette nette sur EBITDA, donc 2,5. Et pourquoi est-ce qu'on peut s'endetter autant? Parce qu'on a des taux d'intérêt qui sont attractifs pour ce genre d'entreprise, vu que les cash flows sont prévisibles. Bon, 2,5 c'est pas trop élevé, on a 2,8% de rendement du dividende et 6,4% de rendement de l'actionnaire, donc il y a des rachats d'actions assez massifs sur l'entreprise. Le payout ratio est à 100%, et en plus on a un free cash flow négatif, donc ce dividende il va sauter. Si ça continue comme ça, il n'est pas du tout soutenable à ce niveau. Plutôt à l'écart de cette boîte, parce que ponctuellement en fait il y a des problèmes de dépenses en capital, je pense, et en plus de dépréciation qui ont été passées, donc la rentabilité est assez médiocre, je pense que c'est pas intéressant. Jumbo SA, on est sur du retail, on est sur 4 milliards $ US de market cap, une valeur d'entreprise sur EBITDA de 7,9, un peu en dehors de la zone value, le price earning à 11,2, également un peu en dehors de la zone value, le price free cash flow c'est pareil, 12,5. On a vraiment des capitaux investis qui est très élevé, 22,8%, ça c'est pas mal, si structurellement à ce niveau-là, c'est une boîte qui est très très rentable. On est cash net en plus sur Jumbo. Bon, typiquement en fait sur ces boîtes-là, c'est comme Carrefour, on est cash net, la grande distribution a un VFR négatif, elle fait payer ses clients avant de payer ses fournisseurs, et donc dans l'intervalle, elle fait travailler le cash pour elle, donc ça c'est excellent. Un rendement du dividende à 11,8%, super, mais en fait un rendement d'actionnaire à 7%, donc on a une dilution assez copieuse sur cette boîte. Un payout ratio à 76%, donc en plus le rendement d'actionnaire n'est pas du tout soutenable, avec des free cash flow moins élevés que les bénéfices nets, donc en réalité on a 80% ici. Qu'est-ce qu'on garde dans la liste? À l'écart des banques. Ensuite, ça nous laisse la boîte de paris sportifs. Bon, si elle était au capital, et vu que c'est un marché régulé, à l'écart. La boîte de télécom, je pense que c'est intéressant. Les multiples sont pas trop élevés. On a un bon rendement de l'actionnaire, même un rendement du dividende qui est assez déjà intéressant. Vous n'avez pas trop de dettes, ce qui est rare pour les opérateurs téléphoniques. Donc, et une bonne rentabilité en plus. Donc moi ça me semble être un bon dossier OTE à creuser de son côté. Et ensuite on a Jumbo SA, qui est un peu cher payé, qui a une bonne rentabilité. Donc là ça sera plutôt ce serait pas de la value, ce serait plutôt du défensif, ce serait plutôt du rendement. Même si vous êtes un peu dilué, même en incluant la dilution, le rendement de l'actionnaire est quand même élevé à 7%. Attention, c'est peut-être insoutenable à ce niveau, donc si ça baisse, ça sera trop risqué. Donc finalement, si on veut être sélectif, on peut prendre OTE, qui me semble intéressant. J'espère que cette revue de la cote grecque vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.